Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de la littérature. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je le sais, donne des sueurs froides à beaucoup de lycéens. Oh que oui, rien que le mot fait peur en général. C'est ça. Mais avant de dire de quoi il s'agit, plantons le décor. On est en 1856. Victor Hugo veut absolument mettre fin au travail des enfants. Une vraie abomination de l'époque de la révolution industrielle, ouais. Exactement. Sauf que pour convaincre la bourgeoisie de son temps, il n'y va pas avec des graphiques, il sort pas des statistiques froides, quoi. Non, clairement pas. Ce n'était pas son style. Bah non. À la place, il utilise la grammaire. Il publie Mélancolia, un poème d'une violence vraiment inouïe. Et le but de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de décrypter les armes qu'il a utilisées, les fameuses figures de style. Ah, les voilà. Les cauchemars du baccalauréat. C'est ça. Mais le truc, c'est que loin d'être de simples décorations pour faire joli dans un texte, en fait, ce sont de véritables outils de manipulation cognitive. C'est exactement le terme qu'il faut employer. Manipulation. On réduit beaucoup trop souvent ces figures à une petite liste de vocabulaire technique. Ouais, le truc qu'il faut apprendre par cœur pour gratter des points à l'examen, hein. Voilà, exactement. Mais en réalité, ce sont les rouages même de la persuasion et de l'émotion. Un auteur qui maîtrise ça, il ne raconte pas juste une histoire. Il pirate littéralement le cerveau du lecteur. Ah ouais, il pirate le cerveau pour lui imposer sa vision du monde, du coup? C'est une idée super fascinante. Pour bien visualiser, j'aimerais proposer une métaphore à ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. Imaginons que le langage quotidien, la communication hyper basique, ce soit un petit sentier bien balisé dans une forêt. D'accord, c'est pratique, ça va droit au but. Voilà. On dit il pleut ou je suis triste, on va d'un point A à un point B. Mais la littérature, c'est une jungle dense. Et les figures de style, ce sont les lianes auxquelles on s'accroche. Ah, j'aime bien cette image. Ce sont les gouffres inattendus, les animaux sauvages qui surgissent des buissons, tu vois. C'est cet écart par rapport au sentier normal qui rend le voyage palpitant. Ton image de la jungle, elle est très juste linguistiquement parlant, hein, parce que la définition même d'une figure de style, ça repose sur la notion d'anomalie. D'anomalie. C'est-à-dire, c'est un écart volontaire par rapport à la norme. Pourquoi on crée ça? Parce que le cerveau humain, il est programmé pour filtrer la banalité, tout simplement. Ah, donc si on lit un texte parfaitement normal, l'esprit s'endort un peu, quoi. C'est exactement ça. L'anomalie poétique, elle crée un choc cognitif. Ça réveille l'attention et ça force une réaction émotionnelle chez le lecteur. D'accord. Alors du coup, plutôt que de réciter un dictionnaire de manière ennuyeuse, on va structurer ça comme une véritable expédition dans cette fameuse jungle. On a 4 niveaux de difficulté croissante. Super programme. On commence par quoi? On va suivre la progression logique d'un écrivain. D'abord, on crée l'image, ensuite on la martèle, puis on crée du confit, et enfin, le niveau 4, on avance masqué. Commençons par l'entrée dans la jungle, la famille des figures d'analogie. L'essence même de la poésie, quoi. C'est la base absolue. Ouais, Les figures d'analogie, ça consiste à créer des ponts entre des univers qui sont totalement déconnectés au départ. Le but, c'est de rendre l'abstrait hyper concret. alors, le sentier débute avec la figure la plus simple, la comparaison. C'est l'outil le plus transparent, je dirais. On prend un élément A, on le relie à un élément B, et on laisse la charnière bien visible au milieu. Le fameux outil de comparaison, oui. Voilà, le document qu'on épluche aujourd'hui cite Baudelaire, mais la tristesse en moi monte comme la mer. Le mot comme est là, en plein milieu, impossible de le rater. La comparaison, elle est explicite. Elle prend vraiment le lecteur par la main. Mais là où la mécanique devient beaucoup plus puissante, c'est quand on retire cette charnière. Ah, la naissance de la métaphore. Exactement. On rapproche toujours deux réalités, mais sans aucun outil. Notre source donne un vers magnifique d'Apollinaire. Bergère, ô tour Eiffel, le troupeau des ponts belle ce matin. C'est vertigineux quand on y pense 2 secondes. La tour Eiffel devient une bergère et les ponts sur la Seine se transforment en troupeaux de moutons. C'est ça? Et ce qui est génial, c'est qu'on utilise ça au quotidien sans s'en rendre compte. Quand la connexion Internet rame, on ne dit pas le débit est ralenti. Non, on s'énerve et on dit autre chose. Bah oui, on dit mon Wi-Fi est un escargot. C'est une métaphore complètement absurde, mais l'image est immédiate dans le cerveau. D'ailleurs, petite devinette pour toi. Voilà, j'ai un peu peur. Vas-y. Est-ce que tu sais pourquoi les haltérophiles adorent particulièrement cette figure de style? Les haltérophiles. Non, je donne ma langue au chat. Bah tout simplement parce que c'est métaphore. Ah là là, le niveau des blagues aujourd'hui, c'est quelque chose. Je suis désolée, il fallait que je la fasse. Je te pardonne. Mais
Pour revenir au sérieux de la métaphore, il y a une réalité neuroscientifique passionnante derrière ça. Ah oui, vas-y, dis-moi tout. Quand Apollinaire dit que la tour Eiffel est une bergère, le cerveau enregistre d'abord une erreur logique. Une tour de métal, ça ne garde pas des moutons. Logique, oui. Ça crée un bug. Mais dans la milliseconde qui suit, l'esprit trouve le point commun, la hauteur, le fait de veiller sur ce qui est en bas. Et résoudre cette énigme, en fait, ça procure une toute petite décharge de dopamine au cerveau. Oh, incroyable! C'est pour ça qu'on s'en souvient si bien alors? Exactement. Et d'ailleurs, l'astuce mnémotechnique pour s'en souvenir pour le bac, c'est de se dire que la métaphore, c'est une comparaison morte. Morte. Bah oui, on a purement et simplement assassiné le mot de liaison pour rendre le choc plus brutal, tu vois? J'adore l'image de la comparaison morte. Bon, on continue notre exploration avec la personnification. C'est prêter des sentiments humains à un objet, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Jules Laforge écrit « Tout hier, le soleil a boudé dans ses brumes ». Le soleil qui boude, c'est hyper visuel. Dans le quotidien d'un lycéen, ça donnerait genre « Mon réveil a hurlé sa rage à 7 heures ce matin ». Très bon exemple du quotidien, ouais. Mais pourquoi on a ce besoin de toujours humaniser les objets? C'est un biais lié à notre évolution. L'humain comprend le monde à travers ses propres émotions. Attribuer des intentions humaines à des choses, ça rend un environnement un peu chaotique, beaucoup plus familier en fait. Ça nous rassure d'une certaine manière. Voilà. Et ça nous amène à la dernière figure de ce premier niveau, l'allégorie. Elle donne carrément un corps physique à une idée totalement abstraite. Genre la faucheuse pour la mort. Typiquement, oui. Le document cite Baudelaire. Le temps mange la vie. L'angoisse du temps qui passe, ça prend les traits d'un monstre qui dévore tout. C'est glaçant comme image. Bon, c'est le moment idéal pour faire un petit test pratique. J'invite les auditeurs à écouter cette phrase. Mon sac à dos pèse comme un âne mort. Ah, grand classique des retours de cours. Grave. Alors, quelle est la figure ici? Que ceux qui nous écoutent mettent l'épisode en pause et écrivent leurs réponses en commentaire. Je laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Et la réponse est très simple. C'est une comparaison classique. Le mot « comme » est bien là, il agit comme un pont bien visible entre le sac et l'animal. Ouais, il y a de l'exagération aussi, mais la structure grammaticale reste la comparaison. Bien, on a passé le premier niveau, on sait créer des images. C'est déjà une bonne étape de franchie. Mais une fois que l'auteur a glissé cette image dans notre tête, comment il fait pour qu'on ne l'oublie plus jamais? C'est le niveau 2, on entre dans le cœur de la tempête. Les figures d'insistance. Et là, c'est brutal. Ah là, on ne fait plus dans la subtilité, c'est sûr. Le but, c'est de marteler le cerveau. On s'appuie sur la répétition et le rythme pour créer carrément une obsession. Ça donne quoi concrètement? On trouve d'abord la répétition simple. Victor Hugo, pour revenir à lui, répète le mot « petit, petit » dans Mélancolia pour susciter une pitié immédiate pour les enfants. C'est efficace. Mais répéter un mot, c'est à la portée de n'importe qui, non? C'est quoi la différence avec l'anaphore, du coup? La nuance, elle est purement rythmique. L'anaphore, c'est la répétition d'un mot, mais strictement au début de chaque phrase ou de chaque vers. Ah, la place est importante. Primordial. Corneille écrit « Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir ». D'accord. Donc si je transpose, la répétition simple, c'est un enfant capricieux au supermarché qui dit « je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Voilà. Et l'anaphore, c'est plutôt le parent strict qui pose les règles. Ici, on range ses affaires, ici, on fait ses devoirs, ici, on obéit. Ferme avec adieu, veau, vache, cochon, couvé. Exactement. On jette les mots les uns sur les autres. Mais la gradation, c'est plus technique. C'est une accumulation, mais chorégraphiée, avec une intensité qui monte ou qui descend. L'exemple de Baudelaire dans la source, c'est elle piaillait, beuglait, hurlait. Le volume sonore augmente à chaque virgule, en fait. Et l'effet sur le corps du lecteur est très physique. Ça crée un essoufflement. Hugo, quand il décrit l'enfer des usines, il accumule les détails. Il dit « tout est d'airain, tout est de fer ». Il écrase le lecteur sous le poids des mots. Comme les enfants étaient écrasés par les machines, quoi. C'est tout à fait ça. Impressionnant. Bon, et après, on a ces fameuses figures de construction, genre le parallélisme et le chiasme. Le parallélisme, ça va, c'est une symétrie parfaite, et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. C'est du copier-coller grammatical, oui. Pour clore ce niveau de l'insistance, on est obligé de parler de la reine de l'exagération, l'hyperbole. Corneille, toujours lui, je couche d'un revers 1000 ennemis à bas. 1000 ennemis en un coup d'épée, on se croirait dans un film Marvel. C'est un peu les effets spéciaux de la littérature, l'hyperbole. D'ailleurs, puisqu'on parle de trucs intenses,
Comment on peut rendre justice à ces figures lors d'une lecture à voix haute, pour les oraux du bac par exemple? L'intonation est fondamentale. Il ne sert à rien de trouver une figure si la voix reste plate. C'est clair. On fait comment, du coup? Sur une gradation, il faut augmenter le volume peu à peu. Et sur un chiasme, la clé, c'est de marquer une micro-pause au centre, entre les deux éléments B. Pour faire résonner l'effet de bascule, c'est un super conseil. Eh bien, à ce stade, c'est le moment de faire une petite pause dans notre expédition. Si ce jour d'exploration littéraire vous est utile, j'invite tous les auditeurs à s'abonner pour ne rater aucune de nos futures analyses. Et n'hésitez pas à partager l'épisode avec quelqu'un qui révise. Dans l'apprentissage du français, l'orthographe, la grammaire, dites-nous tout. Partager son expérience est la meilleure façon de progresser, c'est sûr. Totalement. Allez, on reprend. On a créé l'image au niveau 1, on l'a martelée au niveau 2. Maintenant, le sentier devient vraiment instable, on arrive au niveau 3. Les figures d'opposition. Le pont suspendu des contradictions, là où ça secoue un peu. L'objectif de l'auteur ici, j'imagine, c'est de créer du conflit pour mieux argumenter. C'est la méthode ultime. Le cerveau adore la cohérence, tu vois. Quand on lui présente une contradiction flagrante, il s'arrête net. Les deux boss de ce niveau, ce sont l'antithèse et l'oxymore. Alors, l'antithèse, c'est opposer deux termes de sens contraire, mais un peu éloignés dans la phrase. Genre, Louise Labbé, je vis, je meurs. Voilà, une symétrie dans l'opposition. Ça me fait penser à la vie de n'importe quel lycéen. J'adore les grasses matinées, je déteste le lundi matin. Les éléments sont séparés, mais l'opposition est claire. Et l'oxymore, du coup, c'est quand on les colle. Précisément. C'est une soudure contre nature. On associe deux termes qui devraient s'exclure mutuellement. Corneille disait « cette obscure clarté qui tombe des étoiles Obscure clarté, physiquement impossible. ». Impossible. Mais poétiquement, ça décrit à merveille la nuit. Et si on revient à notre poème, Mélancolia de Victor Hugo, il y a une antithèse magistrale. Ah oui, quand il parle des enfants, innocents dans un bagne, anges dans un enfer. C'est l'exemple parfait de l'opposition comme arme politique. La dissonance est insupportable pour le lecteur. Le scandale, il n'est pas expliqué. Il est prouvé par le choc des mots. C'est redoutable. Faisons une nouvelle petite halte ludique pour les auditeurs. Imaginez la pire excuse possible pour justifier un retard en cours en utilisant obligatoirement un oxymore. Ah, je suis curieux de voir ça. Que les auditeurs mettent sur pause et écrivent ça en commentaire. 1, 2, 3. Moi, par exemple, je dirais à mon prof « Je suis navré, j'ai été paralysé par le silence assourdissant de mon réveil. » Un silence assourdissant, classique, mais toujours efficace. Ça ne passera pas auprès du prof, mais pour le style, on valide. Merci. Et nous voilà enfin au niveau 4, le boss de fin de la littérature, la famille des figures de substitution. C'est la zone la plus complexe, parce que ces figures avancent avec un masque. Elles remplacent un mot par un autre. Commençons par le duo métonymie et synédoque, qu'on confond tout le temps. C'est vrai. La métonymie remplace un terme par un autre qui a un lien logique. Le contenant pour le contenu. Dire « passe-moi le roquefort » au lieu de dire le nom complet du fromage. Ou boire un verre. On boit ce qu'il y a dedans, pas le verre en lui-même. Logique. Et la synédoque? C'est une sous-catégorie basée sur l'inclusion. La partie pour le tout. J'ai enfin un toit pour dormir. Le toit désigne toute la maison. Ok, la frontière est hyper fine. Ensuite, on a la périphrase. Au lieu du mot exact, on utilise toute une expression descriptive. La Fontaine appelle le chêne celui de qui la tête au ciel était voisine. C'est beaucoup plus classe qu'un simple arbre. Carrément. On pourrait faire pareil à yeux quotidien. Un bête stylo deviendrait l'épée d'encre de l'étudiant. Et blague à part, c'est un excellent conseil pour les dissertations. Utiliser des périphrases au lieu de répéter toujours les mêmes mots banals, ça élève instantanément le style de la copie. Je note. Ensuite, le document parle de l'euphémisme et de la litote, les figures d'atténuation. Mais elles font le contraire l'une de l'autre, non? Exact. L'euphémisme atténue une réalité choquante par pudeur. La Fontaine dit d'un mort « l'époux partait pour l'autre monde ». On adoucit. Et la litote, c'est l'inverse. Voilà, c'est une fausse modestie pour amplifier, souvent à la forme négative. Marivaux écrit « ce garçon-ci n'est pas sot », ce qui veut dire qu'il est brillant. On en dit moins pour suggérer beaucoup plus. Et la reine de l'ironie, l'antiphrase, dire le contraire de ce qu'on pense. Sortir sous la pluie et râler « Ah, bah quel temps superbe !» Tout repose sur le ton et le contexte. Mais du coup,
Face à un texte inconnu le jour de l'examen, c'est quoi ta méthode secrète pour repérer ces figures masquées? C'est la fameuse méthode de l'anomalie. Il faut traquer le bug logique. Un soleil qui boude, c'est une anomalie. Des ponts qui deviennent des moutons, pareil. Exactement. Dès qu'on trouve ce bug, on l'interroge. Est-ce que c'est une exagération, un remplacement, un contraste? L'anomalie, c'est toujours la porte d'entrée de la figure. C'est super pragmatique. Allez, dernier exercice pour les auditeurs. Écrivez une litote dans les commentaires pour dire que vous aimez cet épisode. 1, 2, 3. Moi, je dirais, cette plongée dans la littérature n'est pas pour me déplaire. Fausse modestie parfaitement maîtrisée. Merci. Eh bien, on arrive au bout de l'expédition. Et pour prouver qu'on maîtrise tout ça, on va relever un défi, toi et moi. On va créer une micro-histoire ridicule où chaque phrase est une figure de style qu'on vient de voir. Oh, le défi de fin. Allez, je te laisse commencer. Alors, l'épée d'encre de l'étudiant pleurait à chaudes larmes sur la copie blanche. Périphrase, personnification et hyperbole d'un coup. Pas mal. Je relance, hein. Ce n'était pas la pire des journées de sa vie, mais la montagne de révision exigeait son dû. Litote, puis métaphore menaçante. Et je conclus, ah, obscure clarté des fins d'année scolaires, l'oxymore parfait. Contrat rempli. Si je devais faire un récapitulatif ultra rapide en 30 secondes, je dirais l'analogie rapproche, l'insistance martèle, l'opposition entrechoque et la substitution remplace en avançant masqué. Une synthèse implacable. Mais avant de se quitter, j'ai une petite pensée provocatrice pour l'auditoire. Vas-y. En fait, notre langage quotidien, c'est juste un immense cimetière de métaphores mortes, des trucs poétiques qu'on a tellement utilisés qu'on ne les voit même plus. Ah oui, l'usage finit par tuer la poésie. Bah oui, quand on dit briser la glace ou prendre le taureau par les cornes, à l'origine, ce sont des images d'une violence incroyable. Et aujourd'hui, on les sort machinalement à la machine à café. Pensez-y la prochaine fois que vous parlerez. C'est une excellente réflexion pour terminer. Il est temps de refermer ce chapitre. Si cette analyse vous a été utile, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager cette exploration à un camarade en pleine galère de révision. On se retrouve dans les commentaires. Merci à tous, ça a été super stimulant de décortiquer tout ça. À très bientôt dans d'autres épisodes.